Depuis le début de la pandémie du Covid-19, on voit fleurir dans les magasins et restaurants la mention « paiement par carte » et on constate de fait une augmentation sensible des paiements sans numéraire. Cette évolution, qui pourrait conduire à la fin du recours à l'argent liquide, soulève certaines questions que nous aimerions aborder. La carte de débit ou de crédit ou l'application de type Twint sert à son utilisateur à donner l'ordre à sa banque de procéder à un virement de la somme due dans le compte du créancier, de façon à procurer à celui-ci une créance contre sa propre banque, c'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Cette opération repose donc sur une structure juridique assez complexe qui fait intervenir un ou plusieurs intermédiaires au travers d'une multitude de contrats, par exemple des contrats de compte courant entre le débiteur, respectivement le créancier et leur banque, des contrats réglant les relations interbancaires, des contrats relatifs à l'usage de la carte ou de l'application de paiement. En droit suisse, la règle en matière de paiement d'une somme d'argent se trouve à l'article 84 alinéa 1 du Code des obligations, le CO. Il est ainsi prévu que le débiteur d'une dette d'argent doit exécuter sa dette en moyen de paiement ayant cours légal. Le législateur désigne par là le franc suisse. L'article 84 alinéa 1 CO doit se lire en lien avec la loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, la LUMMP. L'article 3 de cette loi contient en particulier l'obligation d'accepter en paiement les pièces de monnaie suisse jusqu'à 100 pièces. Les billets de banque doivent être acceptés sans limitation de montant. Cela ne signifie toutefois pas que le commerçant doit accepter le paiement en espèces. Il peut le refuser si le client a consenti avec lui de procéder à un paiement par carte. On parle à cet égard de droit dispositif puisqu'il est possible de déroger à l'article 84 alinéa 1 CO par convention. Le plus souvent, cette dérogation intervient via des clauses préformulées, les conditions générales. C'est le cas de la mention « paiement par carte ». Le client consent à payer ainsi parce que le commerçant qui formule cette mention place tous ses clients dans l'alternative « take it or leave it », le prendre ou à laisser. Soit il paye par carte, soit il se met en quête d'un autre magasin acceptant le cash. À cela s'ajoute que le client ne réalise pas nécessairement tout ce qu'implique un paiement par carte. La renonciation à l'argent liquide est certes une méthode sûre et rapide de régler les dettes d'argent, mais elle présente néanmoins certains inconvénients pour le client. Tout d'abord, à la différence du recours à l'argent liquide, le paiement par carte implique des frais pour l'utilisateur qui va devoir rémunérer sa banque. Dans la mesure où le paiement par virement dépend du recours à des intermédiaires, cela présente certains risques pour l'utilisateur, notamment celui d'un retard dans l'acheminement du virement. À cela s'ajoutent des risques informatiques. Ensuite, le paiement par virement présente des risques au niveau de la protection des données. Il existe en particulier un risque que des données à caractère personnel, par exemple un numéro de téléphone, soient accessibles à des tiers qui pourraient les utiliser à mauvais escient. Par exemple, pour des courriers électroniques non sollicités. Dans certaines circonstances, il est même possible de créer des profils de personnalité. Enfin, le paiement virtuel soulève certaines questions de concurrence et d'équité sociale. En particulier, une carte de débit ou de crédit suppose de remplir les conditions d'accès fixées par l'émetteur de la carte. Certaines tranches de la population en sont ainsi exclues. En droit positif, le client peut s'en prendre aux conditions générales du commerçant. Il lui est en particulier possible d'invoquer l'article 8 de la loi contre la concurrence déloyale, la LCD. Cette disposition permet au juge de prononcer la nullité d'une clause préformulée instaurant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. C'est le cas de la clause qui oblige le client à renoncer au paiement en cash. Cette solution n'est pas toujours évidente à mettre en œuvre en pratique toutefois, pour la raison que l'accès au juge est synonyme dans beaucoup de cantons d'avance de frais de justice qui dépassent rapidement le montant en jeu. C'est pourquoi de telles clauses devraient être dénoncées aux organisations de défense de consommateurs et au secrétariat d'État à l'économie, le SECO, qui peuvent aussi poursuivre le commerçant contrevenant.
Alors, en droit souhaitable, on peut songer à l'introduction d'une règle selon laquelle un débiteur a toujours le droit de payer des petits montants en numéraire. Cette solution reviendrait à faire de l'article 84 CO une règle semi-impérative. C'est une solution qui est intéressante pour les commerçants parce que le paiement par carte présente aussi certains inconvénients pour eux. Ils doivent également assumer des frais bancaires ainsi que le coût de la location ou de l'achat d'un terminal pour les cartes. Ils sont de plus exposés au risque d'insolvabilité de leur banque. À noter en outre que l'argent liquide n'est jusqu'à nouvel ordre pas considéré comme un facteur spécifique de transmission du Covid-19, comme l'a rappelé récemment la Banque des règlements internationaux. On voit que les règles d'hygiène ne justifient pas le fait qu'en définitive, ceux qui profitent vraiment du paiement par carte sont les intermédiaires qui interviennent dans le virement. Lorsqu'il a choisi de rendre l'article 84C au dispositif, le législateur n'a certainement pas envisagé de protéger les intérêts de ces intermédiaires, mais ceux du créancier et du débiteur de l'obligation considérée.